Bienvenue à tous, les titres de ce mardi soir sur RTI 1. Il est en Côte d'Ivoire pour le premier forum du Sénat avec les collectivités territoriales. Le président du Sénat français a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'État. Alassane Ouattara et Gérard Larcher ont passé en revue les relations entre la France et la Côte d'Ivoire, qui se portent d'ailleurs très bien. Cette rencontre à laquelle Gérard Larcher a pris part à Yamoussoukro a refermé ses portes aujourd'hui. Les élus locaux y ont réclamé plus d'autonomie financière et aussi de transfert de compétences de la part de l'État afin de répondre aux besoins de développement dans leur localité. Le budget programme prend la place du budget de moyens jusque-là appliqué par la Côte d'Ivoire, qui implique l'entrée en vigueur de ce nouveau modèle de gestion. Le dossier EcoPlus ce soir répond à cette question et à bien d'autres sur le budget de l'État. Et puis au Togo, la présidentielle du 22 février à venir cristallise toutes les attentions. Beaucoup de perspectives et d'espoir pour les populations togolaises. Hommes, femmes et jeunes attendent énormément de celui qui va présider aux destinées du Togo. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Démarrons ce 20h par la rencontre du président du Sénat français et du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Gérard Larcher est en Côte d'Ivoire pour le premier forum du Sénat ivoirien avec les collectivités territoriales. Les deux personnalités ont mis à profit cette rencontre afin d'évoquer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Chiram Kofi Abola. On l'appelle Gérard Larcher et il est le président du Sénat français. C'est à ce titre qu'il a rencontré ce mardi le président ivoirien Alassane Ouattara. Gérard Larcher au palais présidentiel de Côte d'Ivoire est à la tête d'une importante délégation. Il a indiqué avoir échangé avec le président Alassane Ouattara non seulement sur les relations bilatérales mais aussi et surtout sur les valeurs de confiance que porte la Côte d'Ivoire sous le leadership du chef de l'État ivoirien. Pour nous, la Côte d'Ivoire est un point d'appui pour un certain nombre de valeurs dans une sous-région, et c'est le point que nous venons d'évoquer avec le président de la République, dans lequel nous avons ensemble des inquiétudes. Inquiétudes au nord, inquiétudes sur le dossier malien, inquiétudes sur le dossier libyen. C'est l'objet de nos échanges. Enfin, avec le président du Sénat, nous avons voulu hier, en visitant l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, regarder l'excellence de la relation aussi entre nos deux pays, mais en direction de la jeunesse. Je ne vous cache pas que nous avons l'objectif que nos jeunes soient formés dans un pays qui connaît depuis maintenant près de 10 ans une très forte croissance, Monsieur le Président, et que nos jeunes soient formés, mais qu'en même temps nous résolvions ensemble un certain nombre de choses qui sont le développement, la lutte contre la misère. En venant en Côte d'Ivoire, Gérard Larcher répond à l'invitation de son homologue ivoirien, le président du Sénat ivoirien Jeannot Kouadio Aoussou. Sa présence sur le sol ivoirien s'inscrit dans le cadre de sa participation au premier forum du Sénat ivoirien avec les collectivités territoriales les 17 et 18 février 2020 à Yamoussoukro. Le président du Sénat français a également été reçu ce mardi par le président de l'Assemblée nationale. La délégation du Sénat français a une séance de travail avec les parlementaires ivoiriens. Au menu des échanges, le bicamérisme et le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Après toutes ces rencontres, le président du Sénat, Gérard Larcher, a été fait commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire par le président de l'Assemblée nationale ivoirien sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro lui a rendu un hommage particulier au cours de cette cérémonie de distinction. C'est le président donc du Sénat ivoirien qui a remis cette distinction à son homologue français, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Et Gérard Larcher ont encore une fois évoqué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Direction Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, pour la fin des travaux du Forum du Sénat avec les collectivités décentralisées. 48 heures durant, le Sénat a échangé avec les présidents de conseils régionaux et les maires sur les défis liés à la mise en œuvre de la décentralisation. Mama Traoré.
Donner plus de vitalité au développement local pour ainsi améliorer les conditions de vie des populations. Si cette mission revient en premier lieu aux élus locaux, eux réclament à leur tour plus de moyens à l'État. Cette problématique a été au cœur des 7 panels qui ont meublé ce premier forum du Sénat, entre autres sujets abordés, la participation citoyenne dans la gestion des collectivités territoriales ou encore celui du budget participatif. Le budget dont dispose la mairie est mis en place pour être utilisé dans l'intérêt exclusif de la population. Pour que ça corresponde à leurs besoins, il faut qu'ils aient été là au moment du choix des projets à financer. La participation citoyenne est, on va dire, l'épine dorsale de la décentralisation. Il n'y a pas de décentralisation sans citoyens. Voilà. Le processus est fait pour que les populations participent. Le plus important, c'est d'évoluer vers une autonomisation de nos localités qui nous permettent de générer sur place les ressources nécessaires au bon fonctionnement de ces localités-là. Nous retenons ici que la formation est toujours la bienvenue. Et moi, en tant qu'un nouveau maire, j'ai besoin de cette formation-là pour avancer et pour administrer mes populations. Ces échanges ont aussi permis de recenser les difficultés liées à la mise en œuvre de la politique de décentralisation. Les élus locaux mettent notamment en cause l'effectivité du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales et le manque d'autonomie financière de celles-ci. Sur tous ces points, les participants ont proposé des solutions à la deuxième chambre du Parlement qui promet de s'activer. Sur la base de tout ce qui a été dit et entendu ici durant ces 48 heures, il y a lieu d'initier des propositions de loi visant non seulement le toilettage des textes en vigueur, mais aussi le renforcement du dispositif légal en la matière. Il s'agit là de la priorité majeure de notre institution pour la session ordinaire qui s'ouvrira le 10 avril 2020. Plus de 300 participants ont pris part à ce premier forum du Sénat avec les collectivités territoriales. Et ces différents acteurs au service du développement ont dit toute leur satisfaction suite à une telle rencontre et surtout leur détermination à relever les défis à venir. D'abord de nous connaître, d'échanger et de mieux maîtriser les problèmes techniques que les élus rencontrent au niveau de la décentralisation. En appliquant effectivement ce que nous avons appris, on ne peut que réussir et puis atteindre nos objectifs pour le bonheur de nos populations. Au travers de ce séminaire, nous, en tant que nouvelle commune, nous avons appris que nous avons des sénateurs qui ont été élus par les conseillers municipaux pour pouvoir plaider auprès de l'État nos causes. Nous avons finalement compris que les sénateurs sont les défenseurs donc, des élus locaux que nous sommes. Savoir au moins qu'il y a des lois qui se votent à l'Assemblée nationale, mais tout ce qui est nos préoccupations, en tout cas, nous pouvons compter sur les sénateurs. Dans le domaine agricole, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole célèbre les lauréats de l'édition 2019 du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Ils ont reçu plus de 7 millions de nos francs. Noël Niagno. Les bananes sénescentes ou bananes clacro, dans le jargon ivoirien, des poches de perte post-récolte. C'est environ 30 à 40% de l'ensemble de la production qui devient banane claclo. Dans le cajou, c'est tout simplement un rejet pour le goût de la pomme de cajou. Quand vous consommez la pomme de cajou, vous avez un arrière-goût qui est dû au polyphénol condensé que nous appelons les tanins. Grâce aux travaux de 2 universitaires, Arlette Nguessan pour la banane plantain, sénescente, et Soro Dubo et son équipe pour la pomme de cajou, une nouvelle vie économique est donnée à ces 2 produits. Cette innovation va permettre d'avoir d'autres débouchés, c'est-à-dire au lieu de jeter ces bananes-là, on peut les transformer en semoule. Ce sont des emplois concrets pour la jeunesse. Dans le cadre du projet FCIAD, nous avons installé 13 groupements de femmes et d'OPA. Nous les avons équipés. Nous sommes en train de leur apporter les procédés de valorisation de la pomme de cajou. Et actuellement, les 13 sont répartis sur toutes les zones de production d'Anacat. S'agissant de l'innovation et du progrès technique, Kouassi Adjumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, suggère un encadrement suivi du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Moi particulièrement, j'ai été fortement impressionné
par tous les résultats qui ont été produits. Et il faut que tous ces lauréats soient vraiment suivis, soient reçus également, et qu'on essaie de voir dans quelle mesure nous pouvons les aider à faire fructifier tous ces enseignements qui nous ont été donnés et que tout cela soit mis à la disposition donc des producteurs pour rendre compétitives nos productions. Des résultats qui sont le fruit du concours de l'innovation agricole durable qui est à sa 3e édition. Coût de son financement, plus de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Dans le dossier économie ce soir, on traite de la question du budget de l'État. Chaque année, on attend de l'État qu'il paie les salaires des travailleurs, la dette publique et aussi qu'il investisse pour l'amélioration des conditions de vie. L'État a alors le devoir de mobiliser les ressources. Pour plus d'efficacité, depuis ce 1er janvier, un nouveau modèle de gestion appelé budget-programme est entré en vigueur. Mama Traoré nous en donne tous les détails dans le dossier Ecoplus de ce mardi. Fin novembre 2019, devant les députés. Début décembre, face aux sénateurs. Pour la première fois, les ministres sont allés présenter et défendre le projet de budget de leur département pour l'année 2020. Durant les séances, ils sont questionnés par les parlementaires sur l'utilisation de chaque centime à dépenser ou à mobiliser. Jusqu'en 2018, cet exercice qui consiste à faire adopter le projet de loi de finances portant budget de l'État devant le Parlement était uniquement dévolu au ministre chargé du budget. Il implique désormais tous les membres du gouvernement en raison d'une réforme majeure des finances publiques, celle instituant le budget-programme en lieu et place du budget de moyens. Le budget-programme, c'est le budget axé sur les résultats. On l'appelle également budget par objectif. Il se programme de façon pluriannuelle, mais il s'exécute de façon annuelle. On cherche pour chaque ligne budgétaire à l'identifier à un programme, à l'identifier à un objectif, à l'identifier à un impact. Ça voudrait dire que chaque 5 francs que l'on dépense, on doit savoir que ce franc aura un impact sur la vie des Ivoiriens. L'instauration du budget-programme est une exigence de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis 2009, l'institution a émis une série de directives visant une gestion saine et rigoureuse des finances publiques au sein des 8 États membres. Objectif, conforter la croissance économique de la zone franc en misant sur l'efficacité de la dépense publique. La réforme vient ainsi changer la configuration du budget de l'État. Les lignes budgétaires sont désormais définies sous le triptyque un programme, des actions et des activités. Au ministère des Transports, par exemple, un programme pourrait s'intituler « Transport terrestre ». L'une des actions qui découle de ce programme sera le renforcement de la sécurité routière et ferroviaire. Acquérir des panneaux routiers s'impose comme l'une des activités à mener pour réaliser ce programme. C'est la Direction générale du budget et des finances qui a piloté le processus de basculement. Pour chaque activité, il y a un montant qui est prévu, il y a des résultats attendus qui sont prévus, il y a des objectifs qui sont assignés donc à chaque programme et à chaque activité, et des indicateurs de performance sont définis. À la fin de chaque exercice budgétaire, le budget-programme impose aux gestionnaires de deniers publics le principe de la redevabilité. Les règles du budget-programme prévoient que ce sont les ministères eux-mêmes qui, en fin de gestion, produiront des rapports de performance pour s'auto-évaluer. Les 10 rapports de performance seront analysés par la Cour des comptes, qui fera des recommandations au Parlement. Innovation aussi au niveau du rôle des acteurs. Le ministre chargé du budget n'est plus le seul ordonnateur des dépenses publiques. Tel que conçu, le budget-programme permet à chaque ministre ou président d'institution d'engager des fonds publics pour couvrir une charge prévue par le budget de l'État. Ce n'est pas tout. Les prérogatives des DAF, directeurs administratifs et financiers, changent, même leur dénomination. Ceux qui joueront la fonction de DAF dans la nouvelle organisation seront appelés RFI, c'est-à-dire responsables financiers
du ministère. Nous coordonnons les activités des responsables de programme qui seront dorénavant chargés d'exécuter le budget et aussi d'atteindre les résultats qu'on leur a assignés. Avec autant d'innovations, doit-on considérer le budget programme comme une panacée en matière de gestion des finances publiques? L'un des défis majeurs, ce serait le choix des objectifs et la définition des indicateurs de performance pour pouvoir apprécier justement le niveau de réalisation des objectifs. Mettre un objectif comme renforcer les compétences du personnel. Je veux dire, dans quel domaine? À quel niveau, je dirais, des opérations effectuées par l'administration. Tout cela, vraiment, pour dire que c'est vraiment ce challenge-là qu'auront, je dirais, nos administrations. Le financement du budget de l'État nécessite la mobilisation de ressources auprès des bailleurs de fonds et sur les marchés de capitaux. Alors, quelle sera la valeur ajoutée du budget programme? Lorsque vous vous dotez d'un budget programme, vous renforcez la qualité de cette gestion macroéconomique. C'est davantage de transparence, c'est davantage de performance, mais c'est aussi beaucoup de redevabilité. Donc, lorsque vous faites la preuve de cette qualité de votre gestion, alors les uns et les autres sont enclins à vous prêter sans difficulté parce qu'ils savent que votre capacité à rembourser, compte tenu de la qualité de votre gestion, est établie. Entré en vigueur le 1er janvier 2020, le premier budget programme s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 8 061 milliards de francs CFA. Il est composé de 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Et un des chapitres importants du budget de l'État reste la santé. Dans le processus de mise en œuvre de la couverture maladie universelle, une session de formation et d'information s'est ouverte aujourd'hui. Sont concernés tous les acteurs du mouvement mutualiste. Sephora Zegui. L'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, AMSI, veut sensibiliser et informer les acteurs du mouvement mutualiste sur les enjeux de la couverture maladie universelle. Objectif, accroître le niveau de mobilisation des mutualistes dans le processus d'enrôlement des populations. Le présent séminaire de sensibilisation et de formation de l'AMCSU, la CMU, se veut une occasion offerte pour fourbir nos âmes, de sorte à pouvoir actionner les bons leviers susceptibles de permettre notre parfaite implication dans le processus de mise en œuvre de la CMU. La Mutuelle générale des agents de la fonction publique MUGEFSI veut elle aussi être partie prenante dans la mise en œuvre de la CMU. Nous avons décidé de prendre toute notre place quant à la vulgarisation de la couverture maladie universelle. Donc aider à sensibiliser les populations à adhérer au système, sensibiliser les populations à comprendre le système, sensibiliser les populations à participer au système. Adama Kamara, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, salue cette initiative. Pour lui, il est important que l'AMSI s'implique dans le processus d'enrôlement de toutes les couches sociales. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, me fait vous dire que tout ce qu'il faudra faire pour que ceux du secteur informel puissent s'approprier la CMU, il le fera. Cette rencontre qui va durer 3 jours va permettre aux délégués mutualistes de prendre connaissance du dispositif législatif, institutionnel et financier de la couverture maladie universelle. On parle de droits de diffusion dans le domaine du football. La FIF et la RTI ont signé un nouvel accord de partenariat en vue de la production et de la diffusion des matchs du championnat national de football. Et cela pour 2 saisons. Jean-Luc Bangbo. La RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, diffuseur officiel des matchs du championnat national de football, Ligue 1 et Ligue 2. C'est ce qui ressort de cette convention que viennent de signer le directeur général de la RTI et le vice-président de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Par cette convention, la RTI apporte son appui à la FIF pour la production des matchs de la Ligue 1. Elle assurera également la diffusion des matchs de la Ligue 2 en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le travail que vous faites nous permet de pouvoir mieux vendre notre championnat et nos activités. En retour, nous sommes convenus de mettre à votre disposition tous les matchs de toutes les sélections nationales de Côte d'Ivoire, sans effet financier, parce que déjà la production et la diffusion sont des éléments que vous mettez à notre disposition.
Il s'agit là du renouvellement d'un bail de confiance qui dure depuis 2012 entre les deux entités. Pour le directeur général de la RTI, c'est surtout la preuve de la qualité des prestations fournies par ses équipes. La RTI a fait des montées en gamme pour être aujourd'hui l'une des télévisions qui assure les standards les plus exigeants au niveau international pour la production et la diffusion. Nous allons maintenir et approfondir les mêmes qualités pour la Ligue 1 comme pour le championnat de Ligue 2. Et ensemble travailler à la promotion des milliers de talents de chez nous et à la satisfaction surtout des millions de téléspectateurs. Cette nouvelle convention prend en compte les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Les matchs de la Ligue 1 seront diffusés sur RTI 1 et ceux de la Ligue 2 sur la 3, la dernière née des chaînes du groupe RTI. L'actualité politique nous conduit à Grand-Laou. Le coordonnateur régional des Grands Ponts a rencontré les chefs coutumiers et les différentes communautés. Un seul point à l'ordre du jour, la cohésion. Ami Meïté et Aboulaye Koné. Il demande le maintien de la paix par le dialogue à toutes les filles et fils de la région des Grands Ponts. En visite à Grand-Laou, Emmanuel Esmel Essis, le coordonnateur régional du RHDP, a lancé un appel aux chefs coutumiers. La nous a dit, dites à vos frères et à vos sœurs, il y a une seule Côte d'Ivoire. Il y a une seule Côte d'Ivoire. Et la chose qui doit être la plus chère pour nous est de préserver cette Côte d'Ivoire. Et cette préservation passe par une seule chose, la paix. La paix dans le cœur entraîne forcément l'amour pour l'autre, la considération de l'autre. Et quand il y a la considération, ça veut dire quel que soit le litige qu'il y a, on peut s'asseoir et parler. Son adresse était également un soutien aux actions des cadres dans la région. Ces militants du RHDP ont exprimé leur reconnaissance au président de la République. Nous avons été heureux de voir une population de Laou enthousiaste et attentive au message. Et nous avons senti mobilisés, intéressés et cela promet beaucoup pour les rendez-vous futurs. Le RHDP, certes, c'est le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, mais chez nous, à Grand-Laou et dans les Grands Ponts, nous considérons que c'est le rassemblement des oufouettistes pour le développement et la paix. Et c'est dans ce sens-là que nous allons tenir la main dans la main tous les cadres, tous les agents de développement pour faire en sorte que nous puissions bénéficier des routes, des écoles, des centres de santé, de l'électrification et de l'eau pour tous. Favorable à l'appel du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, les chefs coutumiers ont à leur tour réaffirmé leur engagement pour la cohésion au sein de toutes les communautés. Nous avons compris, nous allons épouser cette idée-là et transmettre un bon message dès que nous allons retourner dans nos différents villages. Cette visite officielle du coordonnateur régional du RHDP est la toute première de cette année. Des échanges de vœux ont été matérialisés de part et d'autre par des dons en nature et en espèces de plus de 2 500 000 francs CFA. L'opposition ivoirienne demande un dialogue direct avec le président de la République. Les plateformes CDRP, EDS, FPI, AFD, URD et autres partis politiques de la gauche ont tenu une conférence de presse ce mardi. Ils ont marqué leur désaccord sur la clôture du dialogue politique pouvoir-opposition annoncé hier lundi par le Premier ministre. Le point avec Gabriel Zani. L'opposition veut désormais un dialogue direct avec le président de la République. Elle affirme que le dialogue politique est dans l'impasse. Pour elle, il demeure une absence de consensus sur des questions essentielles telles que l'indépendance de la CEI, le découpage électoral, le financement des candidats, l'environnement électoral, la liste électorale. EDS, CDRP, NMP, FPI, AFD et l'URD qui se sont toujours mobilisés pour défendre les intérêts des populations et qui se sont toujours inscrits sans calcul dans la défense des intérêts de la démocratie véritable, de l'état de droit et pour des élections transparentes et équitables, déplorent et dénoncent avec force l'interruption des dites discussions. Les représentants des plateformes de l'opposition se sont exprimés tour à tour. L'idée est de montrer leur unité dans l'action. Pour ces représentants, il n'est pas question de boycotter la présidentielle d'octobre 2020. Nous nous battons
pour que les conditions d'élection soient crédibles. Parce que nous ne voulons pas d'élection avec une crise post-électorale. Aujourd'hui, gérons la situation de telle sorte que tout le monde soit content par nos élections. Débuté le 6 janvier dernier, c'est le lundi 17 février que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a clôturé les discussions dans le cadre du dialogue politique. Les travaux de ces discussions vont être remis au président de la République. Élection présidentielle, cette fois au Togo, à quelques jours du scrutin, qui oppose 7 candidats dont le président sortant Faure Gnassingbé. Les attentes des Togolais sont nombreuses. Chaque candidat expose son programme. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, Sidonie Davila. Du prochain président qui sera élu le 22 février prochain, les populations togolaises attendent beaucoup. Ce que nous attendons est bien simple. L'état de droit d'abord. Et le deuxième registre, le développement socio-économique, ce qu'on appelle aujourd'hui au niveau international le développement humain. Ebé est un quartier de la capitale où les besoins sont importants. Kodjo Kasegme, titulaire d'un bac G2 depuis 2008, rêve d'un avenir meilleur. Le président qui va venir dans ce pays en 2020, il n'a qu'à s'occuper majoritairement de la jeunesse togolaise. Parce que la jeunesse togolaise souffre trop. Après les autres plans, l'agriculture. Pour développer un pays à ce 21e siècle, c'est l'agriculture. Ici au Togo, les préoccupations sont partagées. Elles vont d'un développement social à un développement économique, voire des infrastructures. Mais pour Komlan Ake, il faut la paix, mais surtout l'amour entre les Togolais pour que tous ces besoins soient une réalité. Moi, je veux la paix, l'amour et voilà notre goudron. Moi, je veux qu'on a qu'à bien arranger le goudron qui sont dans le village en allant à Tchévier, à Goué, Palmé, tout ça. Donc, c'est ça que moi, je veux qu'on a qu'à changer. Le 22 février prochain, environ 3 millions d'électeurs iront choisir entre 7 candidats en lice. Retour en terre ivoirienne en religion, plus de 170 imams, prédicateurs et guides religieux du district du Denguélé sont réunis à Gbélekban dans la région du Kabadougou. Ils renforcent leurs capacités dans le sens de la consolidation des valeurs islamiques et de la cohésion sociale. Parc se reconnaît. Gbélekban, commune située à environ 70 km du département d'Odiéné dans la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire. Sous ces préaux de la mosquée centrale, guides religieux, élus, cadres, filles et fils du district du Denguélé. Tous réunis pour l'ouverture du séminaire annuel de formation et de renforcement des capacités des imams et prédicateurs des sections du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, des régions du Kabadougou et du Folon. Séminaire qui a pour thème le rôle des imams dans la consolidation des valeurs islamiques et de la cohésion sociale. L'islam que nos parents nous ont laissé en Côte d'Ivoire ici, c'est un islam tolérant. C'est l'islam vrai. C'est l'islam dont la culture et l'éducation ont permis aux musulmans de vivre dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les campements. Ce séminaire de formation a bénéficié du soutien des autorités administratives de la localité, des élus et cadres du district du Denguélé. Honorables guides religieux, nous comptons sur vos prières pour un climat social apaisé. Ne vous lassez pas de nous instruire continuellement sur la notion du vivre ensemble prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est la paix et la cohésion entre les filles et les fils de ce pays. Je m'amusais à dire comme ça qu'à la Riviera, nous avons été amenés à faire la nuit du destin en pleine journée. Ça, c'était l'expression d'un pays qui n'est pas en paix. Donc je voudrais vous demander de prier profondément pour que notre pays ne connaisse plus ça. En plus du thème sur la paix et la cohésion, des thèmes sur la scolarisation et le respect des personnes âgées, entre autres, au centre de ce séminaire. Prières et bénédictions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire ont mis fin à cette rencontre islamique. Et puis cette information pour terminer, l'émission Le Débat de ce mardi n'aura pas lieu. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le débat politique prévu pour tout à l'heure 20h50 est reporté à une date ultérieure. La direction générale de la RTI présente toutes ses excuses aux invités et aux téléspectateurs. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur RTI 1.